qu'on puisse revenir rapidement sur votre livre, puisqu'on a quand même MMA et les légendes. Franchement, enfin moi tout à l'heure, lorsque vous parliez, ça me faisait une petite émotion. Pourquoi? Parce que je vous ai beaucoup écouté en fait. Ouais. Beaucoup, pendant très longtemps. Et quand je suis arrivée dans MMA Story France et que j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu tout le monde, certains de l'équipe ont des posters, on a des dossiers. Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et j'ai fait des petites recherches, j'ai découvert qu'Antoine Simon avait sorti MMA Légende. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le commander. Là, il est devant mes yeux. Et je trouve que c'est quelque chose de bien pour tous ceux qui veulent découvrir le MMA aussi et qui ont besoin d'avoir des grands noms. Je vous laisse expliquer pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre. Alors c'est très simple, j'ai travaillé avant de me lancer dans les commentaires à la télé. En fait, je travaillais dans la presse écrite. Je travaillais pour un magazine qui s'appelle Fight Sport, que les gens connaissent bien. Loïc connaît très bien, bien évidemment, parce qu'il était plein de fois dedans. Des sujets sur lui, des interviews innombrables. Donc Fight Sport, c'était peut-être le premier avec... il y avait deux magazines à l'époque. Il y avait Combat Bushido, et Fight Sport, qui étaient vraiment les deux magazines spécialisés dans le MMA. Fight Sport, c'était vraiment le leader, quoi. Voilà, donc j'ai eu la chance de commencer... Parce que j'ai commencé moi à travailler dans le monde du MMA par la boutique Senshi Store, qui était la première boutique de MMA en France au début des années 2000. Par ce biais-là, je suis arrivé sur les DVD du Pride, puisque mon patron à l'époque, Gregorio, donc on a mentionné tout à l'heure, a négocié les droits du Pride pour la France. Donc on a fait les DVD du Pride. J'écrivais les petits fascicules, je ne sais pas si tu te souviens, qu'il y avait des petits fascicules qui présentaient les combattants, des fiches et tout. Bon, c'est moi qui écrivais ces trucs-là à l'époque. Après, il y a eu le magazine Fight Sport, donc j'ai travaillé pendant des années au magazine Fight Sport. J'ai écrit nombre d'articles, et donc quand j'ai quitté Fight Sport, il y avait un éditeur avec qui on avait travaillé à l'époque et qui vendait nos DVD notamment, qui voulait absolument travailler avec moi, qui voulait que je lui fasse un bouquin. Donc il m'a dit, vas-y, fais-moi un bouquin sur le MMA. Ben, c'est tout ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a pas donné des consignes ou quoi que ce soit, il m'a dit, tu le fais, tu te débrouilles et tu me ramènes un truc. Donc j'ai contacté un photographe japonais que je connaissais qui s'appelait Susumu Nagao, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le passé. Un mec qui était là dès le premier UFC en fait. Lui, je sais pas comment il m'a expliqué en plus comment il est arrivé là-bas, c'est incroyable. Hein. Il y a son éditeur qui lui dit, il y a un événement de combat aux États-Unis, on va envoyer quelqu'un, tu veux y aller? L'autre sait même pas ce que c'était, il dit bon, ok, vas-y, j'y vais. Et il est arrivé là-bas, il était passionné, donc il les a tous fait, donc il avait énormément de photos à sa disposition. C'est un japonais. J'avais déjà travaillé avec des japonais à l'époque de Fight Sport parce qu'on avait des contacts avec le magazine Gong et un autre magazine. Puis avec japonais, le Pride. Et avec le Pride. Donc surtout je savais comment communiquer avec les japonais parce qu'ils parlent un anglais. Mais c'est pas un anglais comme les anglais, voilà, c'est un anglais japonais. Donc après, il faut le traduire, cet anglais japonais en anglais français. C'est un peu compliqué, mais bon, là, j'ai réussi à négocier avec ce japonais. Donc on lui a filé de l'argent, bien évidemment. Il nous a filé les photos. Et j'ai voulu faire un bouquin qui s'adresse vraiment à tout le monde. L'idée, c'est ça, c'est que n'importe quelle personne, je me suis dit, même ma grand-mère, elle sait pas ce que c'est le MMA, elle prend le livre, et en lisant quelques pages, elle peut comprendre, voilà, ce qu'est ce sport, et surtout l'engouement que les gens peuvent avoir pour le sport. Donc j'explique déjà ce qu'est le sport, d'où il est venu. Je suis remonté même à moins 4000 avant Jésus-Christ, hein, quand même, avec les premières techniques de combat qu'on a retrouvées, enfin bon, les débuts de l'écriture en moins 3000, bon bref. Donc je suis remonté loin, j'ai surtout parlé beaucoup de la famille Gracie, parce que pour moi c'est très important, c'est eux qui ont fait le MMA moderne tel qu'il est aujourd'hui, l'UFC bien évidemment. Et après, donc j'explique aussi le panorama mondial, tu verras hein, quand tu fais le bouquin. Il y a des cartes avec différents continents où on explique les organisations, les dates de naissance. Voilà, on sait qu'en Europe, par exemple, le Cage Warrior et le M1, ce sont deux organisations qui sont très anciennes, qui ont vu le jour avant les années 2000 et qui sont encore là aujourd'hui. On s'en rend pas compte, mais c'est des organisations qui ont une expérience incroyable. Le KOTC, King of the Cage, c'est pareil, ils ont je sais pas combien d'événements. Enfin. Comment est construit ce livre? Alors, il y a des photos. Comme vous venez de nous dire... Voilà, avec les photos de Susumu Nagao, voilà. Donc photographe japonais qui officie depuis les premiers UFC et qui officie encore aujourd'hui. Hein. Il fait beaucoup de galas au Japon parce qu'il est au Japon. Vous savez qu'avec les protocoles sanitaires, c'est compliqué de se déplacer. Par contre, je vois qu'il est sur tous les galas du Rising, même les galas du DIP. Il y a encore des galas du DIP hein, qui existent, une vieille organisation japonaise. Bref, il y a encore du MMA au Japon et lui, il est présent. Donc à côté de ça, donc j'explique l'histoire, comme je disais, du MMA, le panorama mondial pour voir un peu où se situe quoi. Et derrière, donc j'ai sélectionné 20 légendes du MMA, que j'estime moi être des légendes, je pense que tout le monde sera d'accord sur les noms que j'ai sélectionnés. Et surtout, 20 légendes qui selon moi font vraiment l'histoire de ce sport, les 20 premières années de l'histoire de ce sport. Donc je commence avec le plus ancien, Rickson Gracie, qui est la première vraie légende du MMA moderne, on est d'accord, hein, l'homme au... 400 victoires, on n'a jamais pu vérifier, on n'a jamais pu vérifier non plus. Mais bon, c'est comme ça qu'on construit une légende. Il a 11 combats professionnels de MMA officiels qu'il a tous remportés. J'en ai vu quelques-uns, vous avez tous regardé ceux contre Zulu au Brésil, j'imagine, années 80 et 84. Des combats d'anthologie, 50 000 personnes au Brésil, et les règles, c'est pas la Fédération Française de MMA.
Là, il n'a pas de combat, pas de règles. On fait ce qu'on veut, c'est sauvage. Autre temps, en plus. En plus, les fans, on voit, ils sont collés au ring. Hein, ils sont juste derrière, ils peuvent jeter des trucs sur les combattants, ça marche super. Bref. Donc Rickson Gracie, ainsi de suite, Royce Gracie. Donc j'ai cité plein de noms. Le combattant qui, moi, j'en profite pour faire un petit aparté sur ce nom, parce que c'est le combattant qui vraiment m'a fait aimer le MMA. Il y a eu Royce Gracie d'abord, et derrière, il y a un mec qui m'a fait que j'ai acheté toutes les cassettes du Budo Store. On en parlait tout à l'heure. C'est Igor Vovchanchin, combattant ukrainien. Peu de gens le connaissent. C'est un mec qui a un record, je crois, le plus grand nombre de KO, victoires par KO. Il a 40 victoires par KO quand même dans sa carrière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il a fait une série de 33 victoires consécutives. Enfin bon, c'est un bordel. Et j'avais acheté une cassette au Budo Store, à l'époque 349 francs. C'est combien d'euros? Non mais pour l'époque, c'est énorme. 349 francs. Donc 60 € à peu près quand même. Donc pour je suis une parti à cassette. la boutique, j'ai regardé toutes les cassettes qu'il y avait, j'ai pris celle qui était pour moi la plus rentable. Il y avait deux tournois, un tournoi de 32 combattants. Je me dis tu peux pas faire mieux. Avec son truc en Russie là. En Russie. Et il gagne même pas Vovchanchin sur la cassette, mais il tabasse Adilson Lima, un représentant du jiu-jitsu brésilien, un élève de Renzo Cassi. Et j'ai vu ça, et ça m'a tellement choqué que le soir même, je suis retourné acheter une autre cassette, et c'est encore avec Igor Vovchanchin et ainsi de suite, bref. Et après, il y a eu José Pelelandi aussi, qui a fait des combats mémorables, qui a inspiré Anderson Silva, parce que beaucoup de gens voient Anderson Silva aujourd'hui, d'ailleurs beaucoup de gens ne le connaissent même pas Anderson Silva, ils voient que les nouveaux, John Jones et tout ça, mais John Jones s'est inspiré d'Anderson Silva, beaucoup, et Silva s'est lui-même inspiré beaucoup de Pelé, il faut savoir. Pelé qui était le premier fer de lance de l'Académie Shootbox, avant même Vanderlei. Bref, donc j'ai un peu vite. Les combattants, donc je les ai fait apparaître dans le bouquin dans leur ordre d'apparition dans le monde du MMA par rapport à leur début. Le dernier, donc le 20e, qui est pour moi l'aboutissement de ce sport, c'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, pourquoi? Parce qu'on a des combattants qui arrivent au début, qui sont spécialisés dans une discipline, les Gracie notamment en jiu-jitsu, Dan Severn qui était le premier vrai lutteur du monde du MMA, il y a eu Mark Coleman derrière, Krokov qui était un pur striker, Anderson Silva qui est un striker, et Georges Saint-Pierre, lui c'est un karatéka à la base, qui avait peur de se faire amener au sol. Il avait tellement peur de se faire amener au sol qu'il a tout misé sur la défense contre les takedowns. Et arrivé un moment où il était tellement fort en défense qu'il s'est dit bah tout le monde sait que la meilleure défense c'est l'attaque, donc je vais commencer à attaquer. Et c'est devenu peut-être le meilleur lutteur en MMA de son époque. Alors que c'était un striker à la base. Et à côté de ça, donc il a tout maîtrisé, hein, le jab, la distance, la préparation physique. Je sais que Frank Shamrock, je l'ai mis dedans. Parce qu'avant Frank Shamrock, il faut savoir que les combattants ne se préparaient pas physiquement. Ils étaient chargés à mort, ils étaient le plus balèze possible, le plus costaud. Mais il n'y avait pas de préparation physique. Lui est arrivé, et il s'est dit, voilà, je vais me préparer bien comme il faut. Je vais tenir le rythme au bout de 15 minutes, même 10 minutes. Hein, au bout de 10 minutes, à un rythme soutenu. Les mecs en face étaient morts, et lui est arrivé à prendre l'ascendant. Georges Saint-Pierre, lui, a assimilé toutes ces choses-là, que ce soit au niveau technique, cardio, préparation mentale, à côté de ça, parce qu'en plus il l'a dit plusieurs fois, il n'aime pas combattre Georges Saint-Pierre. Le combat c'est quelque chose qui le rebute, malgré tout, mettre ses techniques à l'épreuve dans la cage et montrer que voilà ce qu'il a appris, ça lui permet d'être le plus fort, c'est incroyable. Et pour moi c'est vraiment l'aboutissement du MMA. Au bout de 20 ans, voilà, on arrive à un Georges Saint-Pierre, un mec qui est complet, qui a à peu près tout compris, et je pense encore aujourd'hui, vous me direz si je me trompe, que même si Georges Saint-Pierre combattait aujourd'hui, donc dans son état de forme de l'époque, il pourrait encore performer au plus haut niveau. Parce qu'il avait déjà à l'époque tout compris, un peu comme John Jones qui avait 10 ans d'avance sur ses adversaires, et ben lui avait aussi 10 ans d'avance sur sa compréhension du MMA, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Eh ben, on va conseiller ce livre à tous ceux qui veulent découvrir le MMA.